qui s'est fait homme, du coup, il est dans la terre, il est dans la création, il participe à cette création, il est co-témoin et dans le même flux que cette création. Enfin, il y a des tas d'inventions à faire théologiques qui font qu'on va peut-être cesser de nous parler de la Vierge Marie, de tas de choses qui sont finalement plutôt des écrans successifs qui ont été accumulés, toujours inventés pour de bonnes raisons. Mais ces raisons, elles datent de plusieurs siècles. Et ce que fait le pape, magnifiquement, c'est d'inventer un nouveau mythe. Et beaucoup de gens, beaucoup de prêtres, de cardinaux sont furieux de cette invention stupéfiante. Ma sœur, la terre. Qu'est-ce que fait un prêtre? Un pape a expliqué qu'il est ma sœur, la terre. C'est un truc très bizarre. Mais maintenant, l'occasion est ouverte. C'est ça, c'est une version très étendue de l'écologie. C'est une occasion de reciviliser, en fait. On s'était civilisé avec la modernité, mal, puisqu'on arrive à cette impasse, et on peut se reciviliser avec la question écologique. Vous n'êtes pas arrivé à l'écologie par la défense des espèces ou des espaces menacés, mais par la sociologie et la philosophie des sciences. L'écologie, c'est pas mon sujet principal. Moi, c'est par l'analyse de l'activité des scientifiques que j'y suis arrivé. Parce que de l'analyse de l'activité des scientifiques, je suis tombé évidemment, quand on commence à regarder comment la science se fait, c'est le titre d'un recueil d'essais qu'on a publié avec Calon il y a quelques années, il y a bien des années, la science qui se fait, et non pas la science faite, on tombe évidemment sur des controverses, c'est-à-dire des espèces de mélanges qu'on reconnaît parfaitement maintenant, si on suit un peu ce qui se passe dans la science du Covid, par exemple, ou dans la science des pesticides, ou dans la science des questions de climat, etc., on tombe toujours sur des controverses. C'est-à-dire des espèces de mélanges où il y a des petits bouts politiques, des petits bouts légaux, des petits bouts de simple compétition en scientifique, et puis, dans des points rares, à des endroits très précis, des découvertes, des faits qui sont établis grâce à cet objet qui m'a passionné pendant 50 ans, qui est le laboratoire. C'est-à-dire ce lieu artificiel, complètement artificiel, que j'ai étudié au Salk Institute à San Diego pour des découvertes de choses aussi importantes et intéressantes que par exemple l'endorphine, que maintenant tout le monde connaît l'endorphine, mais moi je l'ai vu jour après jour se faire émerger en quelque sorte du laboratoire où j'étais au Salk Institute. Et le laboratoire est un lieu artificiel, et parce qu'il est artificiel, il peut établir des faits assurés. Donc c'est ça qui m'a passionné. Parce que vous arrivez, disons, nourri d'épistémologie classique sur la science avec un grand S, et puis vous vous apercevez de cette chose absolument merveilleuse, c'est que c'est parce que c'est artificiel, c'est parce que c'est des lieux très précisés, rares, des lieux rares, il y a une découverte, c'est quelque chose de très rare, que vous arrivez à des certitudes. Pourquoi vous vous êtes intéressé aux sciences, au laboratoire en tant que sociologue? Le laboratoire permet quelque chose qui est une contradiction admirable, c'est-à-dire que c'est vrai, on produit de l'objectivité et c'est fabriqué. Voilà, c'est un problème philosophique gros comme ça, qui a été traité par l'épistémologie depuis 300 ans. Comment on arrive à la vérité scientifique, etc., etc. Et moi, je fais mon détour habituel, qui va devenir une habitude, c'est de me dire, si on veut répondre à une question philosophique aussi passive, il faut un terrain, il faut un lieu. Donc c'est un problème gigantesque, c'est-à-dire comment est-ce qu'on peut lier dans la même phrase c'est fabriqué et c'est vrai, et comment on le traite, cette question. Et donc, moi je le traite en disant, allons voir. C'est l'expression de Michel Foucault, comment c'est fait, comment ça se fabrique, allons voir. Et je passe 2 ans dans un laboratoire précisément pour ça, c'est-à-dire pour aborder une question philosophique, mais par le détail d'une analyse des pratiques. Et je m'aperçois que ce grand mystère, il est entièrement étudiable empiriquement. Comment, en quelques heures, on passe de cette endorphine, elle n'est pas encore bien sûre, etc., à c'est assuré, c'est un fait établi. Et donc on voit, ce qui est passionnant dans l'étude de terrain, ce que seule l'étude empirique permet, c'est que ce qui est un problème philosophique, en gros insoluble, comment est-ce qu'on arrive à la vérité scientifique, il est empiriquement étudiable. Évidemment, il faut passer du temps et il faut mélanger, pour comprendre comment ça se passe, toute une série de
principe d'analyse, d'anthropologie, disons, de philosophie, pour analyser cette chose étonnante, c'est qu'à 5 heures du soir, l'endorphine est encore, disons, une probabilité, et à 5h30, c'est un fait. Ça, c'est quand même sensationnel. Mais oui, mais comment est-ce possible? Comment ça se passe? Ça se passe justement avec des moyens qui sont des moyens d'une minuscule, mais qui sont l'accumulation de ce qui se passe au laboratoire, de la façon dont, je ne sais pas moi, les rats de laboratoire répondent à une question qui leur est posée, c'est-à-dire on vous injecte l'endorphine et vous voyez ce qui se passe, à la réponse que les collègues vont renvoyer en disant « mais non, pas du tout, c'est ça », etc. Donc une série de controverses qu'on ne peut pas sauter, parce que c'est la controverse qui va permettre de qualifier ou de rendre, disons, beaucoup plus sûre ou dure la réponse du laboratoire que j'ai étudié. Il est environné de collègues qui critiquent ce qui est en train de se produire sur l'endorphine, d'autant qu'il y en avait 4 ou 5 en compétition au même moment. Et même le nom de l'endorphine était encore un autre nom dans mon laboratoire que dans celui d'à côté, etc. Et il y a un moment de stabilisation où l'incertitude disparaît et on voit arriver cette chose incroyable que les faits, ils sont faits, mais ils sont sûrs. Et ça n'a absolument rien à voir avec une méthode scientifique, parce que c'est fait de briques et de broc. On va chercher dans le laboratoire, et je le montre en détail, tout un tas de ressources pour arriver à stabiliser ce fameux objet sur lequel se concentre l'attention. Et il arrive cette chose que Isabelle Stengers a magnifiquement définie, que cette endorphine, qui est encore un fait incoatif, vous autorise à parler en son nom et à dire l'endorphine, c'est ça. Et à ce moment-là, votre production subjective, le fait qu'il y a une société derrière, le fait que vous avez des collègues disparaît. Maintenant, c'est un fait établi qui parle pour lui-même, en quelque sorte. Enfin, pour lui-même, dans un laboratoire artificiellement construit, avec tout un monde social derrière, qui autorise cette endorphine à parler. Et c'est un objet qui était tellement beau qu'il avait échappé à la philosophie des sciences complètement. C'est-à-dire qu'elle considérait que la science, c'était ce qui vous extrayait de l'opinion, ce qui n'avait plus rien à voir avec le social, plus rien à voir avec le politique, alors que moi, j'étais dans mon laboratoire pendant 2 ans, voir exactement le contraire. Les scientifiques sont précisément plongés dans ces pratiques. Et c'est bien, parce que sans ça, ils ne produiraient pas de faits objectifs. Mais cette évidence-là, ça fait 45 ans que je la montre. Moi et mes collègues, on a créé une histoire des sciences, une sociologie des sciences, dont je crois que pas une goutte n'est passée sur les scientifiques. Ah oui. On ne peut pas dire que l'effet de ce domaine ait été très grand, tant, et c'est ça le point, le terme, disons, important pour moi, tant l'hégémonie de la science avec un grand S pèse sur toute l'analyse de la société, en particulier française, on peut dire, pas que française. L'idée d'une méthode scientifique tout-terrain qui ferait « j'enfile une blouse blanche et tout ce que je vais dire, mesdames et messieurs, maintenant, fait partie de la science avec un grand S », c'est un mensonge, c'est une imposture. Parce que ce qui va marcher pour une discipline ne va pas marcher pour l'autre, mais dans une discipline, ce qui va marcher pour un cas ne va pas marcher pour le cas suivant. Et donc, mon idée, et celle de mes collègues, était de ramener les sciences, disons, hors sol, ces sciences view from nowhere, comme dit Donna Haraway, au réseau dans lequel ils sont produits. Et aussitôt, agitation et, comment est-ce qu'on peut dire, hyperventilation des philosophes qui disent ça, c'est une critique de la science. Mais c'était une critique de l'épistémologie, pas de la science. Pas des sciences, pas des pratiques scientifiques. Au contraire, les sciences, moi je le prétends maintenant, et je dois dire que la crise du climat et celle du Covid me le prouvent encore plus, les sciences sont mieux défendues, mieux comprises, quand on dit, mais c'est une pratique scientifique modeste, qui ne va pas pour but de construire une vue de l'univers, view from nowhere, c'est une pratique scientifique qui, précisément parce que c'est une pratique qu'on suit en détail, qu'il faut financer, qu'il y a des collègues, qui construit des laboratoires artificiels, qui se trompent, qui hésitent et qui est rare, arrive à des faits objectifs et scientifiquement les seuls dont on peut être assuré. Mais ça, c'est pas passé dans la doxa, la doctrine usuelle des scientifiques. Parce que les scientifiques veulent le beurre et l'argent du beurre. Ils veulent à la fois la pratique scientifique et ils veulent aussi l'hégémonie d'une certaine façon de définir la vérité sur les autres
c'est-à-dire l'opinion, la morale, la religion, etc., etc. Regardez, même les économistes se disent scientifiques, ce qui n'a rigoureusement aucune espèce de sens, mais ils utilisent le mot scientifique comme un mot d'ordre. C'est une façon de prendre un javelot pour aller vous attaquer. Mais ça n'a absolument rien à voir avec la pratique scientifique. Cette hégémonie de la science, de la religion, de certains modes d'existence, vous la combattez dans ces enquêtes sur les modes d'existence, ce grand livre qui sort en 2012 aux éditions La Découverte, qui est votre principal éditeur, précisément pour dire que finalement la philosophie est gardienne de la pluralité de ces modes d'existence. C'est ce que vous voulez faire? C'est ce que vous voulez dire à ce moment-là? Je ne sais jamais si je suis sociologue ou philosophe. Mais... Alors vous êtes sociologue? Non, au fond, je suis philosophe. Mais essayons de résoudre une question sociologique aussi, c'est de quoi la société est faite. Elle est supposée faite en relation sociale. Et mes amis et moi, de nouveau un travail collectif, quand j'ai la chance d'être au CSI à l'École des Mines, disent non, la sociologie n'est pas la science du social, c'est la science des associations. Et ces associations sont des associations hétérogènes entre trucs qui n'ont rien à voir. Des bouts de technique, des bouts de droit, des bouts de science, etc., etc. Mais derrière ça, il y a une question philosophique. Enfin, pour moi, mes collègues n'étaient jamais d'accord avec moi parce que c'était des vrais sociologues. Mais moi, j'ai toujours pensé que c'était aussi une question philosophique, philosophe complètement classique. La question, c'est la vérité. C'est quoi la vérité? Et il y a cette chose en philosophie qui est dans son ADN, si on peut prendre cette expression vulgaire, c'est qu'elle s'intéresse à la totalité. C'est impossible de ne pas chercher quelque chose. Alors ça peut être la totalité au sens de Hegel, mais il y a des tas de totalités différentes, comme celle de Whitehead, etc. Essaye de penser le tout. Elle essaie de penser le tout. De quoi le monde est fait? Enfin, c'est une question banale que moi j'ai toujours considérée comme absolument, disons, évidente. Et puis il y a une autre partie de la philosophie, c'est qu'elle n'y arrive pas. Elle sait qu'elle n'y arrive pas. Donc elle est forcément, pas forcément critique. Elle est incertaine. Disons. Elle tâtonne. Donc je pose une question de philosophie tout à fait classique. C'est quoi la vérité? Mais ce qui m'a stupéfié quand j'ai commencé mon étude de laboratoire, j'avais déjà une idée avant, en ayant travaillé sur un autre mode d'existence, disons, religieux, on peut dire, c'est, oui, c'est un mode de vérité, c'est bien, on obtient bien l'objectivité, mais c'est local. Et c'est obtenu uniquement de point à point. C'est-à-dire, si on rate une marche, dans le chemin très compliqué qui mène du laboratoire, vous testez des rats à la publication, votre fait s'évapore. Donc, ce qui m'a toujours intéressé, je ne sais pas pourquoi, enfin, depuis que je suis enfant, c'est le point à point, c'est-à-dire le fait de passer... Non, vous ne pouvez pas sauter d'étape. Chaque fois que vous passez d'une étape à l'autre, il faut payer le prix de cette étape. Sans ça, vous faites de l'idéalisme, disons. Alors, ça paraît bizarre d'attribuer cette question aux grandes questions philosophiques, mais c'est ça ma méthode, si on peut parler de méthode. Ouais. C'est dire, oui, le tout nous intéresse, mais on ne va pas passer au tout de suite. Il faut passer au tout par le mécanisme très méticuleux par lequel, d'étape en étape, on gagne, donc pour prendre l'exemple du laboratoire, en objectivité, mais si on est dans un tribunal, il faut aussi passer de point à point sans rater une seule étape, et là, c'est organisé. C'est pour ça que le droit m'a tellement intéressé, c'est qu'on a un exemple vraiment d'une beauté stupéfiante, d'une vérité alternative, complètement différente, qui est vraie juridiquement. Et si vous dites à des gens, je suis navré, mais vous avez peut-être raison, mais vous avez faux juridiquement, tout le monde comprend ce que ça veut dire. C'est-à-dire qu'il y a un type de vérité complètement propre au droit, que tout le monde comprend comme étant à part, mais sûr juridiquement. C'est-à-dire que l'adverbe juridiquement est respecté comme un mode d'existence, un mode de vérité, complètement à part, mais qui ne baffe pas, si j'ose dire, qui n'a pas d'hégémonie particulière sur les autres. On va vous dire, très simplement, l'avocat va vous dire, vous avez sûrement raison, ou c'est affreusement triste, vous avez un traumatisme épouvantable, mais je suis vraiment désolé, juridiquement, vous avez tort. Le juge l'a dit. Il l'a dit, c'est fini.
Donc, quand je suis arrivé, j'avais déjà cette idée depuis longtemps de comparer les modes de vérité les uns à côté des autres. Et cette question sociologique parallèle, de quoi la société est faite? Elle est faite de droit, elle est faite de science, elle est faite de technique, elle est faite de religion. Le social, de quoi il est fait? Il est fait de toutes ces associations de morceaux